Bonjour à tous, donc Quentin Guignard ici, responsable du pôle méthodologie à l'association Bilan Carbone. La neutralité carbone, c'est un sujet qui est problématique parce que on ajoute justement des carottes et des choux, comme on dit. Enfin, ça va, il y a des choses qui vont pas ensemble, qu'on est obligé de faire cohabiter, on va dire, dans une réflexion, euh, parce que toute activité, de toute façon, continuera à émettre des gaz à effet de serre. Point. Donc ça veut dire que la neutralité carbone sous-entendrait qu'on serait obligé de compenser. Et en fait, on arrive du coup à un premier constat, et en tout cas une première hypothèse, qui est de dire, est-ce que en fait, il est pertinent de demander à chaque acteur économique d'être neutre? Le truc, c'est que euh, la compensation, c'est piégeux parce que tout le monde ne peut pas compenser. Donc si on commence à dire à tous les acteurs, vous devez tous compenser sans coordination et sans qu'il y ait de réflexion à plus haute échelle, ça va poser un problème. Donc ça, c'est pour la neutralité, on va dire, générale d'une organisation. Là-dessus, vous avez une étude, enfin, vous avez une méthode qui est en train d'être développée par Carbon 4, là, qui s'appelle NZI. C'est tout simplement une étude qui essaye de positionner, on va dire, en termes de concept, ce que c'est qu'être neutre. Et en fait, il vous explique que vous avez trois, en fait, grandes catégories à prendre en compte et qu'il faut surtout pas les additionner, justement. Être neutre en carbone, ça veut dire que vous contribuez autant au stockage que vous n'émettez de gaz à effet de serre. Donc si on a une vision purement arithmétique des choses, on est d'accord qu'à un moment, si on fait une soustraction, ça devrait donner zéro. Mais en Hmm. fait, on se revient à cette question de oui, mais en fait, je suis en train de soustraire des émissions de gaz à effet de serre qui sont pas calculées de la même façon, qui viennent pas des mêmes projets, qui sont sans Hmm. doute d'ailleurs gérés par des acteurs différents. Et donc en fait, je peux pas le faire. Si je devais vous donner par exemple juste d'un point de vue purement mathématique, vous êtes en train d'essayer de soustraire des choses qui ont des incertitudes différentes. Du coup, à la fin, vous avez un zéro arithmétique, mais qui lui-même a une incertitude. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est regarder plusieurs choses. D'abord, un, avec qui effectivement il compense. Ça, Joyatou vient de vous l'expliquer. Je pense que c'est fondamental. Deux, vous pouvez regarder sur le GRS. Vous avez tout un tas de bonnes informations sur la compensation carbone. Et en particulier, vous pouvez regarder à combien d'euros ils achètent la tonne de carbone. Voilà. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des trucs genre 1 euro pour planter un arbre, ce genre de choses-là. C'est destructeur. C'est destructeur parce que non seulement le projet qui est financé, c'est un projet qui sera lamentable au niveau écologique, mais en plus de ça, ça détruit justement tout le marché des crédits, des crédits carbone, qui a besoin d'avoir un prix carbone à la hausse. Donc, ok, ils veulent faire de la compensation, très bien, mais ils peuvent faire de la bonne compensation en ayant voilà un prix minimal. En fait, le vrai enjeu derrière tout ça, et c'est donc mon troisième point, c'est ok, ils font de la compensation, mais c'est quoi leur plan d'action? Parce que s'ils vous disent aujourd'hui on est neutre en carbone et que en disant ça, ils annulent tous les plans d'action qu'ils ont mis en place parce que vous comprenez, ils sont déjà neutres en carbone, bah ça va pas. C'est pas possible. Et on revient sur les discussions qu'on avait au tout début sur la notion de gestion des risques, analyse de vulnérabilité, vision long terme, etc. Le scope 1 et 2, c'est pas pour rien que ça a été le scope réglementaire pendant un long moment, que l'ISO est basé là-dessus et que le GHG protocole aussi. C'est-à-dire que sur le scope 1 et 2, vous pouvez effectivement être très très sûr de vos chiffres et Hmm. suffisamment, on va dire, pointilleux sur la collecte de données pour, à la fin, être à peu près certain de ce que vous faites. Et c'est ça qui permet finalement de communiquer. Enfin, c'est ce qui est le plus facilement communicable. Le problème, c'est qu'en fait, vous avez un souci de philosophie derrière la compta carbone. Si vous avez en tête de faire uniquement du reporting, c'est-à-dire je veux un chiffre le plus exact possible, dans ce cas-là, il faut que vous vous limitiez au scope 1 et 2. Et là, vous avez un chiffre qui tient à peu près la route. Le souci, c'est que quand vous faites ça, vous écartez 80% des émissions dont vous êtes dépendant. Donc en fait, vous n'êtes Mhm. plus du tout dans une vision prospective, dans une vision justement de transition bas carbone, dans une vision de gestion des risques. Vous êtes dans une vision purement comptable. Je fais la somme de mes factures, j'arrive à scope 1 et 2. Les actions, on n'en parle pas. Voilà, ça ne sert à rien de faire des actions sur du scope 1 et 2, enfin, à part faire de la rénovation énergétique et encore. En fait, le truc, c'est que si vous êtes dans une démarche de je veux faire des économies, scope 1 et 2, c'est très bien. Vous allez faire des économies, vous allez alléger vos factures.
Ok. Est-ce que ça va avoir une influence sur le climat? Zéro. Parce qu'en fait, 80% de vos émissions, c'est du scope 3. Et ça, on l'a montré dans une publi qui date de 2015, si je me trompe pas, avec l'ADEME. Vous avez tout un tas de chiffres sur les différents secteurs d'activité. Vous avez une très belle double page avec des graphiques et des histogrammes qui vous montrent que dans l'essentiel des secteurs économiques, vous avez 80% en moyenne des émissions qui sont sur du scope 3. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, faire de la compta carbone pour avoir un chiffre exact, c'est pas valide si vous voulez rentrer en transition. Si vous voulez transformer votre structure, si vous voulez que votre organisation ouvre les yeux sur un monde 2050 bas carbone et se pose la question de comment est-ce que je fais pour y arriver, parce qu'il y a un moment, en fait, il n'y aura pas le choix. C'est soit votre organisation y parvient, soit elle se retrouve à un moment donné confrontée à une obligation réglementaire qui va lui faire mettre la clé sous la porte. Parce que la transition bas carbone, elle va avoir lieu. La vraie question, c'est à quel prix. Plus vous anticipez en vous disant je vais analyser les émissions auxquelles je suis dépendant, là où je cours des risques. Vous avez par exemple tout un tas d'entreprises qui sont elles-mêmes très très peu polluantes, qui se contentent de récupérer des produits, par exemple qui importent des produits de Chine, et puis qui derrière les redistribuent en France. Bon, bah elles, leur scope 1 et 2, quasiment zéro. Hein. Enfin, à part à la limite le transport des marchandises, voilà, ça va s'arrêter là. Si elles sous-traitent pas, parce que si elles sous-traitent, ça devient du scope 3. Donc, bon, le souci, c'est que si demain la Chine décide d'arrêter de polluer pour tout le monde et donc de fermer toutes ses usines et de partir sur un modèle beaucoup plus vertueux, ben vous avez une rupture d'approvisionnement. Et c'est ce que j'appelle mettre la clé sous la porte. Sauf que ça, vous l'avez pas vu venir si vous avez fait que du scope 1 et 2. Si vous faites du scope 3, vous vous dites ah, là j'ai tout mon scope 3, il est côté approvisionnement, matières premières, transport de mes marchandises depuis la Chine. Ok, je vais pas résoudre cette situation du jour au lendemain. Parce que, enfin, je veux dire, aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'il y a besoin de temps aussi pour faire les changements nécessaires. Et on est sur des trajectoires et on est sur sur des plans d'action tout simplement, hein, sur les 30 prochaines années. Donc, bah voilà, ça prendra 30 ans. Mais au bout de 30 ans, il faut que je sois capable de dire que tout ce scope 3 là, qui est en fait la vulnérabilité de mon organisation, que je l'ai réduite au maximum. Et donc, pour revenir sur ces enjeux de neutralité, le problème avec ça, c'est que vous avez une approche arithmétique. C'est-à-dire que vous faites, d'un côté, j'ai mes émissions que j'ai calculées à tant de tonnes de CO2, de l'autre côté, j'ai ma compensation que j'ai calculée à tant de tonnes de CO2. Donc là, je viens de vous expliquer que si vous aviez calculé votre scope 3, bah en fait, le X tonnes de CO2 que vous avez est extrêmement incertain. Donc, est-ce que ça vaut la peine de faire des calculs avec ça? C'est vraiment pas certain. Enfin, moi, en tout cas, je m'y essaierai pas, mais bon, après, chacun fait comme il veut. Et de l'autre côté, la compensation carbone est basée sur des calculs qui sont eux-mêmes extrêmement incertains. Donc en fait, vous êtes en train d'essayer de soustraire des trucs dont vous avez aucune idée. Donc à la fin, vous obtenez peut-être un zéro, mais qui va avoir plus ou moins plus ou moins d'incertitude, et autant dire que c'est à la louche. Hein. Et la façon, on va dire que jusqu'à présent, la neutralité a vraiment été mise en avant, c'est plutôt en comparant les deux. C'est-à-dire en se posant la question, est-ce que j'ai un stock d'un côté et des émissions de l'autre qui sont dans le même ordre de grandeur? Donc là, on fait pas une soustraction. Hein. On se contente de regarder à peu près les niveaux, quoi. Et donc ça, vous le voyez par exemple dans la stratégie nationale bas carbone. Quand on vous montre les budgets jusqu'en 2050, vous avez d'un côté la diminution des émissions et puis sous la courbe, donc en fait sur un autre graphe hein, qui est positionné en dessous, vous avez l'augmentation du stock. Et c'est la façon la plus compréhensible et la moins fausse, on va dire, de parler de neutralité. En fait, cette neutralité, elle se questionne au niveau de l'organisation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, quand je vois des entreprises qui se déclarent neutres en carbone, typiquement Total qui nous annonce qu'il va être neutre en carbone, j'ai un gros doute. En gros, si vous voulez, c'est aussi pour ça qu'en termes de philosophie, à l'association Bilan Carbone, on forme les gens à faire du bilan carbone. On se contente pas d'émettre un outil et de dire, ben voilà, vous avez un pool de bureaux d'études experts et c'est avec eux que vous allez travailler.
On essaye de vous former au maximum parce qu'en fait, la seule moyen d'être certain, la seule moyen d'assurer un bilan carbone réussi, c'est que la personne qui est en charge de la chose soit consciente de toutes les hypothèses qu'elle a faites et de pourquoi est-ce qu'elle les a faites. Et personne ne pourra jamais venir vous dire là votre bilan il est faux. On pourra critiquer les hypothèses que vous avez faites, ça c'est sûr. Mais de là à dire que le bilan derrière il est faux, non. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, finalement ces démarches-là, elles traitent de sujets différents en fait. C'est et c'est là qu'on touche la complexité de la comptabilité carbone et finalement de la notion de transition bas carbone. On a beaucoup parlé il y a quelques minutes de l'aspect finalement comptabilité carbone, bilan gaz à effet de serre. C'est quoi la différence entre un bilan carbone, un bilan gaz à effet de serre? Est-ce que je peux le faire certifier mes résultats? Est-ce que c'est comparable d'une année à l'autre avec des partenaires, avec des parties prenantes, etc. Tout ça, c'est des questions qui sont valables. Enfin, je veux dire, c'est tout un monde déjà de questionnements, d'hypothèses, de conventions, de normes, etc. Ensuite, vous avez la partie plus, on va dire, plan d'action. Et sur la partie plan d'action, c'est comment est-ce que je fais, finalement, comment je réponds à une question qui est comment j'arrive à un monde bas carbone en 2050. Parce que j'ai fait mon bilan, j'ai fait ma photographie, je sais combien j'émets, je sais sur quoi je devrais travailler. Mais à quel point il faut que j'y aille? Et à quel point c'est urgent, à quel point je suis au-dessus de tout ce qu'il est possible pour la planète de soutenir. Donc, ça, c'est encore d'autres méthodes. Et là, vous avez du science-based target. Là, vous avez du quanti-GES, par exemple, côté ADEME. Là, vous avez toutes les méthodes, et parfois très sectorielles, qui vont essayer de vous aider à mettre en place des plans d'action, d'amélioration continue. Vous avez par exemple le SMGES. Au sein de l'ABC, nous on a développé ce système de management là qui vous permet de prendre un plan d'action et en fait de le faire durer dans toute sa vie et avec des boucles d'amélioration continue jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif de réduction. Et puis, dans un troisième temps, vous avez finalement l'évaluation des stratégies. Donc si vous voulez, pour moi, en fait, c'est la gradation bilan gaz à effet de serre, plan d'action, stratégie. On est sur 3 échelles différentes. Et la stratégie de transition, pour une organisation, c'est là que se pose la question de la neutralité. Est-ce que j'arrive à quelque chose? Est-ce que je vise la neutralité? Si oui, comment? Quelle est la définition, etc. Mais c'est aussi là que je croise avec tout le multicritère possible et imaginable, parce que évidemment une action bas carbone, si elle détruit la biodiversité, c'est peut-être pas la peine non plus. Enfin voilà. Donc c'est là qu'il faut avoir une vision d'ensemble, et c'est là qu'en général on va partir sur un plan un peu plus politique, parce que ça va demander évidemment à la hiérarchie de s'impliquer, de faire des plans de com, etc., etc. Et sur cette partie-là, vous avez la méthode ACT. Et la méthode ACT, ce qu'elle fait, et nous on est très 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 intéressés par ça, on est formateur sur ce sujet-là pour l'ADEME, et puis on a aidé l'ADEME depuis la COP21, donc ça fait depuis 5 ans maintenant, à développer tous ces référentiels-là, parce que ACT permet de régler 2 problèmes. Le premier problème, c'est comment est-ce que je dimensionne mon action, ma stratégie dans mon secteur. Parce que, par exemple, la stratégie nationale bas carbone, c'est très bien, c'est très global, ça touche tous les secteurs d'activité, sauf que du coup, en restant aussi global que ça, on n'a pas de proposition très concrète. Et donc, on se rend très vite compte que la vraie approche stratégique de la transition bas carbone, elle se fait à l'échelle sectorielle, pour pouvoir dimensionner les différents paramètres. Et surtout, trouver les bonnes solutions pour chaque secteur. Et ça, ACT le fait, puisque vous avez des référentiels, donc ces différents secteurs. Et ça permet de travailler avec une vision du monde. C'est-à-dire que ce que fait l'ADEME, c'est que pour chaque secteur d'activité, et elle le fait pas toute seule d'ailleurs, puisqu'elle travaille avec le CDP là-dessus, ils créent une vision du monde. Ils se créent leur scénario de transition vers un monde bas carbone 2050. Et ensuite, ils vont poser la question, est-ce que votre entreprise rentre dans les clous de ce monde bas carbone ou pas?
Et alors là, je simplifie énormément, hein, parce que vous vous doutez bien que c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais ce questionnement-là, il est reflété à travers une note. La note, elle est en 3 parties. Vous avez une note sur 20, une note de A à E, et puis ensuite une note plus, égale ou moins. Tout ça pour vous dire qu'à la fin, vous avez une note qui vous indique est-ce que votre stratégie de transition est viable, ou est-ce que, au contraire, bah, vous n'êtes pas du tout allé assez loin, et globalement, vous n'atteindrez pas votre objectif d'ici 2050. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie que fait Act, c'est que il travaille sur la notion sur les investisseurs. C'est-à-dire que cette note-là, qui est définie par Act, ensuite vous pouvez l'utiliser à travers d'ailleurs certaines plateformes. Le CDP a prévu d'intégrer Act dans son questionnaire. L'enjeu est là. L'enjeu, c'est fournir de l'information aux investisseurs pour que les investisseurs ne se contentent pas de se baser sur un bilan gaz à effet de serre qui vaut ce qu'il vaut, et on reviendra pas sur les débats scope 1, 2, 3, enfin voilà, mais bien sur une évaluation de la stratégie de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est pas parce qu'une entreprise émet peu de gaz à effet de serre sur son scope 1 et 2 aujourd'hui qu'elle est compatible avec un monde bas carbone. Donc en fait, cette notation dont on parlait là, elle va servir à comparer les entreprises entre elles, à fournir cette information aux investisseurs pour qu'ils puissent faire des choix d'investissement. Et ça, c'est en train de décoller complètement, puisque vous avez la mode de la finance climat là, qui est en train d'émerger depuis maintenant 1 an ou 2. Les investisseurs sont demandeurs de ce genre d'informations-là. Et pour des très grosses entreprises, je pense que c'est assez pertinent de faire un peu attention à leur image, même si aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que ce ne sera pas le critère prioritaire. Enfin voilà, hein, à la bourse, a priori, la rentabilité, c'est encore ce qu'ils recherchent. Néanmoins, le critère un petit peu RSE, climat, etc., commence à être de plus en plus pris en compte, et avoir une bonne note ACT, c'est quelque chose d'intéressant.